Je m'appelle Anne-Sophie Declercq, je viens de l'Université de Mons et je travaille en faculté de psychologie dans un laboratoire de phonétique. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit accessible et qui soit dynamique et dans lequel je me sente à l'aise, donc j'ai pas fait quelque chose de très guindé. J'espère que c'est assez complet, mais j'ai pas travaillé particulièrement sur un aspect ou sur un autre. J'ai fait quelque chose d'assez spontané en fait. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de vous parler pendant 3 minuscules minutes d'un sujet qui m'occupe depuis 3 ans et qui me passionne depuis toujours, le langage. Cette faculté de l'être humain, qui a évolué avec lui durant des millénaires, nous est bien utile en ce moment même. En effet, elle nous permet de communiquer et donc de nous comprendre en utilisant l'une des 6000 langues du monde, le français. Votre français, vous l'avez acquis naturellement au terme d'années de pratique et surtout de contact avec d'autres francophones. Je dis votre français parce que si nous avons cette langue en commun, nous la parlons en fait chacun d'une manière qui nous est propre. Pourtant, si vous faites abstraction de mon accent peut-être un peu particulier, mes mots sont, je l'espère, compréhensibles et les sons qui sortent de ma bouche vous paraissent identifiables et familiers. Eh bien, c'est étrange, parce que lorsque je produis des sons apparemment identiques, je produis en fait à chaque fois des phénomènes acoustiques totalement différents. Pourquoi ne relevez-vous pas de différence? Tout simplement parce que nous sommes tous inconsciemment entraînés dès notre plus jeune âge à regrouper par catégorie les sons semblables et utiles dans notre langue maternelle en ignorant totalement les caractéristiques acoustiques non pertinentes dans cette langue. Les choses se corsent lorsque nous apprenons une langue étrangère. Ceux d'entre vous qui ont fait de l'anglais ou de l'espagnol ont peut-être gardé un souvenir ému de leur apprentissage du fameux « th ». Ce son est extrêmement difficile à maîtriser parce qu'il ne correspond à aucune catégorie du français. Vous n'avez donc appris ni à le percevoir, ni à le prononcer. Lorsque nous apprenons une nouvelle langue, nous apprenons en fait à gérer de nouvelles structures grammaticales, de nouveaux mots, mais aussi, et je dirais même surtout, de nouveaux sons. Alors pourquoi parvient-on ou non à agir sur la manière dont on les perçoit et dont on les produit ? Eh bien, c'est à cette question épineuse que je tente actuellement de répondre à la lumière du français et de l'espagnol. J'étudie la modification de la perception et de la prononciation d'une catégorie de sons très particulière, très difficile à acquérir puis à modifier, des sons qui existent dans presque toutes les langues et qu'on appelle assez barbarement les fricatives sibilantes non voisées. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, les fricatives, ce sont tous les sons soufflants du langage, d'accord, ceux qui correspondent à une friction, comme le feu de fille, le v de voiture ou le j de jouet. Les sibilantes sont les sons les plus aigus de cette catégorie, ceux qui font le bonheur des ingénieurs du son, comme le s de souris et le ch de chat. On les appelle les non voisées parce que vous l'avez peut-être remarqué, elles sont produites sans l'action des cordes vocales. Alors, mes outils d'analyse de ces sons très particuliers vont de l'acoustique à la psycholinguistique en passant par la phonétique et mon objectif est d'apporter ma modeste contribution à la didactique des langues en généralisant mes découvertes à d'autres sons et à d'autres langues. Comme tout chercheur, je souhaiterais voir mes avancées théoriques s'étendre à d'autres domaines comme la reconnaissance vocale, la production artificielle de parole ou les thérapies langagières. Le chemin est encore long, mais j'espère avoir titillé votre curiosité et je vous remercie de m'avoir accordé pendant ces quelques minutes une petite partie de vos facultés langagières. En sortant de scène, c'est le soulagement qui prime, parce qu'on se dit ça, c'est fait, maintenant je vais pouvoir profiter des présentations des autres, parce qu'on est très attentif à ce qu'ils font avant, mais ça nous déconcentre, donc c'est un peu compliqué. Et puis après le soulagement, le contentement, parce que c'est très chouette de participer à un concours comme celui-là, et de voir le public qui réagit, qui s'intéresse à ce qu'on fait, c'est très agréable.